Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo. Et encore une fois, vous avez eu récemment In a Violent Nature avec Samir. Il est de retour pour ouvrir cette semaine spéciale sur les films de rétrécissement. Bonjour Samir. Bonjour Cinefiles, comment vas-tu? Écoute, ça va bien, le froid s'est levé, mais nous, on est bien au chaud tranquillement dans nos maisons respectives. Je t'ai fait venir, je t'ai invoqué, je t'ai convoqué, je t'ai sorti de la lampe magique pour parler d'un film étonnant, L'homme qui rétrécit, de Jack Arnold, sorti en 1957. Alors déjà, il y aura un truc sur lequel il faudrait clarifier et discuter. Il est marqué d'après l'œuvre de Richard Matheson. Mais il y a déjà des choses qui peuvent se discuter à ce niveau-là. Parce que le script a été écrit par Matheson, mais avec, je crois, des retards de tournage, finalement, la nouvelle, qui est issue du script, était sortie avant que le film soit terminé. Donc le film n'est pas, à proprement parler, l'adaptation de la nouvelle de Matheson. En fait, c'est parce qu'il y a eu un petit décalage, mais tout simplement parce que le script a été confectionné par la même personne qui a fait la nouvelle. C'est un film qui a un tout petit budget, peut-être pas pour l'époque, j'aurais du mal à estimer, qui est de 750 000 $. C'est un film qui a aussi une durée très courte, 1h20. Et Samir, que se passe-t-il dans les premiers instants du film, de L'homme qui rétrécit? On entend une voix d'un homme. Il va nous raconter une histoire incroyable. Et très vite, il nous dit, je connais le personnage de cette histoire parce que c'est moi. Voilà ce que l'on entend et ce que l'on voit d'abord. On voit un film qui va épouser le point de vue du narrateur. C'est très important ça. D'autant plus que le point de vue commence par un corps, j'ai envie de te dire, pas normalement constitué, parce que cela voudrait dire que les nains ne sont pas normaux. Et il y a un dialogue extraordinaire entre une naine et lui quand son corps évolue. C'est un très beau moment. Mais en tout cas, on le voit. C'est un point de vue d'un homme qui a une taille d'1m83 et qui progressivement, ce point de vue, va changer de corpulence, va changer de positionnement. Et ça, c'est très intéressant. Va même changer au niveau de la voix. Donc voilà ce que l'on voit au début. Ensuite, on peut continuer et l'histoire débute sur un bateau en pleine mer. Et il y a un couple qui bronze au soleil, une femme blonde et un homme. Je crois qu'on est dans une espèce de configuration typiquement hollywoodienne d'une classe bourgeoise, un homme et une femme blanche. Puis on apprendra plus tard que bon, l'homme a ce bateau qui appartient à son frère. On comprend plus tard, on apprendra qu'il travaille dans la pub. Ils n'ont pas d'enfants. Ça c'est intéressant. On en parlera peut-être après. Et donc voilà, ils font partie d'une catégorie sociale assez précise. Et ça c'est important. Ça, c'est important, le fait qu'ils fassent partie d'une catégorie sociale assez précise. Donc, ils sont bien installés d'un point de vue social dans cette société. Je pense qu'ils ont de l'argent. Je pense que tout se passe bien. Et puis surtout, dans ces premiers dialogues entre cet homme et cette femme, qui sont heureux, l'homme demande à sa femme, ils sont mariés depuis plus de 7 ans, je crois, et l'homme demande à sa femme une bière. Elle lui dit, écoute, tu te lèves et tu vas aller la chercher, la bière. Mais il insiste. Il dit, c'est mon bateau. Et elle lui dit, non, c'est le bateau de ton frère. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, si tu me ramènes une bonne bière, c'est moi qui prépare le dîner. Donc déjà là, on a quelque chose d'assez intéressant. Et oui, parce que rien n'est anodin. On a tout simplement une position d'un homme, d'une forme de virilité. Et on comprend très vite qu'il n'y a pas forcément une espèce d'équité entre eux dans le couple, comme il pouvait ne pas y en avoir à cette époque-là. Donc, on comprend cela. On comprend même peut-être, on supputerait que cette femme ne travaille pas, qu'elle vit à la maison.
Et on va le voir plus tard parce que c'est elle qui prépare le petit déjeuner, c'est elle qui s'occupe des affaires de son homme. C'est une femme au foyer. Et c'est intéressant ce moment-là. Donc, elle décide d'aller chercher la bière fraîche. Donc, elle n'est plus sur le bateau, mais elle est à l'intérieur. Et lui voit quelque chose qui arrive vers lui, une espèce de nuage comme ça, bizarre, blanc, qui arrive vers lui. Et il commence à paniquer parce que il pleut des espèces de particules comme ça, un peu bizarres. Et il essaye de rentrer à l'intérieur, mais il n'y arrive pas. Donc, il reçoit toutes ces particules sur lui. Et quand le nuage repart comme il est arrivé, c'est-à-dire assez vite, à ce moment-là, la femme ressort avec la bière. Donc, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose a touché cet homme. Voilà ce qu'on voit. Et alors là, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aurais envie de rebondir. La première chose, c'est le statut des deux personnes. En décrivant comment est la femme du couple, dans le couple, là, tu m'as beaucoup évoqué presque une figure maternelle. Elle le materne, en fait, d'une certaine façon. Oui, elle le materne. Oui, peut-être qu'elle le materne, mais je pense que... Cette chose qui est de l'ordre d'abord de la cohabitation, ou plutôt du compromis entre les deux, devient presque exclusivement... l'homme sera comparé à un enfant et infantiliser l'homme au bout d'un moment quand il va commencer à devenir plus petit que la femme. C'est quand même un film qui questionne plusieurs choses. On va y revenir, mais il y en a une qui est importante, c'est quand même l'identité masculine. C'est un film qui se passe dans les années 50, fin des années 50, et je crois que le film questionne cette identité masculine un peu virile, dans le rétrécissement de la taille de cet homme qui s'appelle Scott Carey. Il y a aussi, de manière assez indirecte, la perte de son identité masculine. On est quand même dans les Amériques de la fin des années 50. Il y a quelque chose qui se perd. Il n'a plus les pleins pouvoirs. Il n'est plus un homme. Il n'est plus maître de son environnement. Il n'est plus maître de son environnement. Il dépend de certaines choses qui, pour lui, n'ont pas lieu d'être. Par exemple, de la femme. Il dépend de sa femme. Tu vois, maintenant que j'ai vu aussi la version récente avec Dujardin, ce que tu dis là me semble plus évident à percevoir dans la version avec Dujardin que dans celle-ci, curieusement. Je n'ai pas vu la version de comment il s'appelle, Yann Kounen, mais je suis quand même assez attentif à ce que tu dis. Ça m'intéresse. J'entends, bien sûr, il y a des moments dans le film d'Arnold où je peux percevoir cela, mais ce n'est pas aussi flagrant dans des choix de situation notamment, par rapport au Kounen où c'est très très clair. Là, je trouve que c'est beaucoup plus dilué, je dirais presque que c'est plus subtil, je ne sais pas. Mais ça ne m'est pas paru aussi flagrant. C'est vraiment, tu vois, en lisant des critiques, des recherches, notamment, il y avait un article que j'avais bien aimé, un article de Freddy Dupont sur dvdclassique.com datant du 30 avril 2020, où il y avait pas mal de choses que, quand je les ai lues, ça a permis de rehausser un rapport au film et à certaines séquences. Tu me le confirmes finalement ce que j'avais perçu avec les recherches, qu'il y a des choses, bien sûr, qui parlent de l'Amérique. On peut toujours sortir ça, mais sans trop savoir exactement de quoi on parle. Mais c'est bien qu'on commence en disant ce film-là, à travers justement le fantastique, le film d'aventure, il y a quelque chose qui se déploie, ne serait-ce que des fois dans des points de vue. Il y a une scène qui est très parlante. C'est une scène où il fuit dans la profondeur de champ, dans un parc, je crois. Après avoir parlé à cette femme de petite taille, et lui se dit, mais elle est à ma taille, mais je vais continuer encore à rapetisser. Et il part comme ça dans la profondeur de champ du parc. Et du coup, quand on s'éloigne dans la profondeur de champ, on devient de plus en plus petit. Voilà. Et là, j'avais perçu quelque chose de l'ordre de cette idée.
Mais au départ, non. Non, et peut-être parce que justement, c'est un couple qui ne représente pas un couple, on peut dire, de famille comme on pourrait imaginer en France. Là, c'était vraiment un couple l'homme-femme, pas d'enfant. Un chat. Si, un chat. Mais où il y avait peut-être quelque chose qui manquait pour me faire davantage percevoir tout de suite la différence et ce que le film décrivait entre les lignes du scénario. Il y a un homme ordinaire, une vie ordinaire, une géographie sociale complètement ordinaire, dans un cadre complètement ordinaire, donc banal, et il va se passer quelque chose qui fait que cet homme va être immergé dans une situation complètement extraordinaire qui viendra fissurer son quotidien. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans ce film. D'autant plus que cette fissure dans son quotidien se traduit non pas par comment dire un choc. Non pas par des chocs, oui, chocs, certainement. Voilà, non pas par un choc, mais par un... Non, attends, non, c'est pas ça. Ouais. Par un choc ou par des angoisses qui proviendraient d'une entité extraterrestre ou d'un monstre ou de quelque chose qui vient heurter ce quotidien, parce que nous sommes dans les années 50, il y a quand même le contexte de la guerre froide, il y a la peur de la bombe atomique, des essais nucléaires, des radiations, il y a aussi ce rapport... Le film d'avant de Jack Arnold, c'est La créature du lac noir, c'est le monstre dont tu parles, en effet. C'est le monstre, et en même temps, il y a beaucoup d'empathie dans les monstres chez Jack Arnold. Et donc voilà, il y a de cela, c'est intéressant de souligner ça. Non, là pour le coup, ça ne provient pas de ça, de ces monstres. Non, pour le coup, la grande peur, elle ne vient pas d'un alien, d'une bête colossale, de quelque chose qui vient de l'extérieur. Non, ça vient de l'intérieur. Et qu'est-ce qui vient de l'intérieur? C'est que c'est son corps qui rétrécit. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'on va comme ça avoir... Enfin, ils vont nous l'expliquer à un moment. Il y a eu un rapport aux pesticides qui fait que peut-être... Mais après, ça s'est évacué. Hein, parce qu'ils pensent avoir trouvé quelque chose. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils rencontrent cette naine. Et la première rencontre se termine par une envie de se retrouver. Donc, il se serre la main. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'il est plus grand qu'elle. Il reste encore plus grand que cette naine. Et c'est quand ils vont se revoir dans ce parc... Entre-temps, le médecin lui a inoculé je ne sais quoi qui permet de rester à sa taille, qui est une petite taille, donc pour le coup. Et donc, en revoyant cette actrice naine, parce qu'elle fait partie d'un cirque, c'est là qu'il s'aperçoit qu'en fait, il est devenu plus petit. Non, la peur vient de l'intérieur de son corps qui change, qui évolue. Mais ils sont obligés de parler du nucléaire au vu de la situation, au vu aussi des films précédents, Tarantula, je crois aussi de Jack Arnold de 55, traité aussi de cette disproportion d'insectes, je sais plus après Zem, donc là le truc avec les fourmis, ça c'est les fourmis les Zem. Mais je ne sais plus, je sais plus de quelle année c'est. Et aussi, semble-t-il, j'avais lu ça, ça m'avait un peu surpris que les essais nucléaires sur le sol américain avaient contaminé des techniciens, semble même aussi John Wayne sur le tournage du Conquérant. Donc c'était quand même quelque chose qui pas défrayait la chronique, mais qui était dans l'imaginaire et dans les préoccupations à Hollywood. Et il devait quand même évoquer, en fait, dans un sens... des choses un peu plus terre à terre dans les explications liées au rétrécissement, dont justement à un moment on évoque, oui, en effet, les pesticides, des conséquences dont on n'avait pas encore tellement médiatisé l'affaire encore à l'époque, et donc bien sûr cela est évacué pour quelque chose de plus fantasque, jamais vraiment expliqué, on ne sait pas d'où vient ce nuage, mais il est là, dès le générique. On voit le générique avec l'image comme ça qui est floue et hop, on voit le titre et après on a une longue avancée vers un nuage flou qui va devenir après les premiers instants du film. Ouais, c'est ça. Et c'est la seule chose qu'on verra. Après, on ne verra que l'homme qui rétrécit. Et chose qui... Alors, tu disais que c'est très semblable. On va dire que
le récit est très porté par une vision de Matheson, mais en fait, de ce que j'avais cru comprendre, c'est que Matheson, lui, il avait prévu. Alors après, il faudrait voir avec le roman. Moi, je ne l'ai pas lu non plus, mais il avait prévu le script en flashback, ce qui change complètement par rapport à l'aspect linéaire que nous avons dans le film. Et c'est un autre scénariste qui n'avait pas été crédité dans le film, Richard Alan Simmons, qui l'a réécrit pour quelque chose de plus conventionnel narrativement, donc des fragments d'instants, de moments, mais qui sont dans la continuité du rétrécissement. Donc ce n'était pas le cas au départ. Ce que Matheson avait prévu, c'était un système où nous étions au présent avec lui déjà rétréci, peut-être même déjà dans la cave, qui se souvient à rebours d'éléments qui l'amènent à la situation dans laquelle il est. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et je trouve que le choix qu'ils ont fait, ce que Alan Simmons a fait, c'était très bien pour le spectateur parce que déjà pour une situation très étrange, on va davantage suivre et être, tu parlais de voix off qui va placer le personnage et qui va engager le spectateur avec le personnage. Je trouve que structurer le film chronologiquement, de façon linéaire, c'est beaucoup mieux pour que le spectateur puisse suivre et être engagé dans une histoire pareille. Oui, mais les deux se valent parce que je t'explique pourquoi. Parce que effectivement, ce que nous voyons à l'écran, c'est une chronologie assez simple, basique. Ça commence par un début, ça se termine par une fin. On commence pas par la fin, mais en même temps, la voix off, c'est comme un flashback. C'est comme si on commençait par la fin, parce qu'il te dit, je vais vous raconter une histoire. Donc, il le dit au moment du présent. Je vais. C'est comme si, en fait, je te filmais en train de me raconter une histoire de quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines, mais tu coupes ta caméra, on n'entend que ta voix. Bah, tu vas quand même nous plonger dans un flashback. On est dans un flashback, en fait. C'est la voix qui nous raconte une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Donc, on revient avant. Mais dans cet avant, c'est raconté. Alors, ça aurait pu effectivement alterner entre des scènes du présent et des scènes du passé. Donc, il y a une histoire racontée au passé, mais dans cette histoire-là, elle est traitée la structure narrative est traitée de manière très simple et non pas en faisant des allers-retours. Donc, je pense que Matheson a un peu gagné pour le coup. T'as pas l'impression que justement le statut de la voix off change à un moment dans le récit? Non, je sais pas. Au début du film, on évoque bien un journal qui tient et sur lequel on imagine que la voix off est dans le journal intime, on a ce qu'il dit en voix off. Puis à un moment, dans la deuxième partie, puisqu'il n'a plus ce journal sur lequel il écrit, eh bien, ça devient une voix intérieure pour représenter un état d'esprit au présent. Là, on était sur une voix qui était posée sur le papier. Et j'ai d'autant plus fait attention à ce détail-là parce que dans la version de 2025, la voix off, elle n'a pas du tout le même statut. Vraiment, là pour le coup, la voix off, dans la version de 2025, c'est vraiment exactement ce que tu dis, c'est-à-dire une voix bien plus tard qui va nous narrer dès le début déjà une fatalité, quelque chose qui est terrible, et on va avoir un peu cette voix off qui est toujours en avance. Pas parce qu'elle est déjà au présent. Et finalement, tout ce qui est raconté dans le film de Coonan, c'est un flashback. D'accord. Mais là, dans ce film-là, j'ai l'impression que c'est jusqu'à un certain niveau, on est vraiment sur l'utilisation de la voix off qui raconte ce qui lui est arrivé. Et au moment où il est perdu dans la cave, c'est-à-dire le midpoint, en gros, le midpoint, c'est quand il y a la porte qui le fait basculer et il tombe dans la corbeille à linge, là. Elle n'est plus en réaction à des événements, elle est maintenant. Je trouve que l'architecture narrative du film de Jack Arnold, il est presque en palier pour le coup, parce que au début, on le dit très bien, on est dans un registre un peu naturaliste, c'est-à-dire qu'il y a ce couple en vacances, il y a cet accident qui est assez étrange, et puis ensuite il y a la consultation médicale. Au départ, si je me souviens bien, Scott Carey n'y croit pas trop, donc il est dans une forme de déni. En tout cas, c'est sa première réaction. Il y a une forme d'essayer de trouver une explication rationnelle, en fait. C'est ça le plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans cela? Et on s'aperçoit qu'en fait, non, il y a absolument rien de rationnel. Au contraire, on est plus dans cette irrationalité. Et c'est intéressant parce que cette phase-là permet à nous, spectateurs, de s'identifier, pour le coup,
à Scott, mais aussi à sa femme, parce que ces deux-là ont des réactions très humaines. Et ça, c'est passionnant, je trouve. C'est ce qui fait, et ça rejoint un peu ce que nous disions sur ce film-là, qui a cette capacité à parler d'une peur, d'une chose viscérale, qui est la peur, mais sans la présence physique concrète des monstres qui hantaient les films de série B de cette période-là, due à la peur de la bombe nucléaire et du fait qu'il y ait la guerre froide. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit, c'est visible, le rétrécissement devient de plus en plus visible. Il perd des centimètres, ses vêtements ne lui vont plus, et donc il va adapter son quotidien. Et la situation n'est plus privée, mais sociale. On s'ouvre au monde. Il doit affronter le regard des autres. Il perd son travail. Et le film montre très bien comment cette anomalie corporelle peut rendre immédiatement une personne vulnérable. Et pas que au regard du monde, mais aussi dans son fort intérieur. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a construit quelque chose de solide, a une base, et cette base, il y a une destruction de cette base au fur et à mesure que les choses avancent. Comment je fais avec ça? Et c'est pour ça que je disais que c'est une architecture narrative en palier. Et puis ensuite, il s'aperçoit que la médicalisation n'apporte aucune solution. Et à un moment, le film se pose. Un petit moment où le temps est suspendu, c'est quand il rencontre cette jeune femme. Je trouve que c'est l'un des plus beaux moments du film, cette séquence dans un café. Et il boit son café, la tasse est pratiquement, enfin, elle est énorme. Et il y a une jeune femme qui le rejoint, qui lui demande si elle peut s'asseoir à sa table. C'est une naine. Elle travaille dans un cirque. Et là, elle lui dit des choses qui l'intéressent, à savoir, maintenant, il va falloir faire avec. Et vous allez voir, ça n'est pas forcément un problème. Il va falloir reprendre depuis le début, refaire une autre chose. Et donc, ça n'est plus un objet d'étude. Il ne se considère plus comme un objet d'étude. Et puis ensuite, il va y avoir une tragédie qui va faire que les choses vont être différentes. Et donc, on va arriver à la deuxième partie du film, qui est la cave. Et pour moi, la cave, c'est un deuxième film. Mais ça, on va y revenir. Donc, c'est très, très structuré narrativement. Et ça va assez vite à l'essentiel. C'est-à-dire, dès la 15e minute, il a déjà la taille d'un enfant. C'est ça m'avait surpris, cette rapidité-là aussi. Oui, il n'y paraît pas comme ça, mais il y a un énorme travail d'ellipse. Enfin, ne serait-ce que après la première scène sur le bateau, il y a déjà, je crois, 6 mois plus tard, ou je crois qu'il y a un carton ou quelque chose comme ça, qui nous indique déjà il y a eu du temps qui est passé. C'est vraiment des suites de fragments bien précis pour nous montrer un peu l'état psychologique, l'état physique. Les deux sont liés, évidemment, et leur réaction. C'est presque la même chose, état physique, état psychologique, réaction, ou réaction de la femme. Et on passe à l'autre fragment, et à chaque fois avec des façons de représenter le rétrécissement. À un moment, ils sont de part et d'autre d'une table, et donc lui, il est tout petit, et elle est toute grande, et ils se regardent pas avec la table au milieu, donc qui est la ligne de démarcation pour le tournage, parce qu'ils ont tourné donc 2 fois la scène, pour après avoir avec des effets de perspective et d'optique pour pouvoir avoir leur plan. Et donc à chaque fois, on va avoir une mise en scène qui va beaucoup s'adapter pour créer les effets au fur et à mesure que cette évolution dramatique, cette évolution physique avance dans le temps, justement vraiment la moitié du film où il y a une scène qui est la première scène d'action, qui est l'attaque de la maison de poupée. Et deuxième chose aussi, en effet, on disait au départ que c'était, semble-t-il, un couple, pas un couple modèle, mais qui représentait comme n'importe quel couple, voilà, qui s'en sort correctement, mais qui n'a rien à demander à personne. Et tout d'un coup, cet événement va créer une médiatisation. Il va être vu. Et même, il va être reconnu dans la rue. Les gens vont se tourner, les gens vont vouloir lui parler, les gens sont étonnés de voir un petit homme. À un moment, justement, c'est très étonnant parce qu'on le voit. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé le film de Coonan, parce qu'il était toujours en écho, soit en contraste ou en écho avec le film d'Arnold. C'est que dans le film de Coonan,
genre du jardin se terre dans la maison. Il ne sort pas. Et voire même quand il y a des gens qui rentrent dans la maison, il se cache comme une souris. Il y a une scène formidable où il y a des gens qui viennent et lui, il court pour se cacher sous le lit. Il est minuscule. Hein. Lui, par contre, Scott, lui, il en a rien à foutre. Il sort comme ça la nuit et on le voit marcher dans la rue. Il y a des gens qui se tournent comme ça, qui regardent. Voilà, il y a un petit homme là, qu'est-ce que c'est? Donc lui, il est vu et il n'a pas peur d'être vu et il n'a pas peur de rencontrer en fait d'autres personnes. Je sais même plus pourquoi il va au restaurant en fait, mais je pense que c'était plus comme ça par pure réflexion peut-être. Parce que quand il sort, il se retrouve devant ce cirque et c'est une fête foraine, je crois. Et il entend des circassiens ou des animateurs d'attractions haranguant la foule pour venir voir la femme à barbe, le petit homme. Et donc, il se considère à ce moment-là comme un monstre. Et ça le perturbe. Et ça l'irrite aussi beaucoup, je crois. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette séquence où il se retrouve dans une mini-maison? C'est-à-dire la maison est dans la maison. Voilà, c'est très étonnant de voir la mise en abîme à échelle. Et bien sûr, la maison qui se fait attaquer par le chat. C'est ça aussi, tout d'un coup, le chat qui est notre. Voilà, un animal qu'on prend pour de la compagnie, pour se sentir moins seul, pour avoir une présence, pour attaquer les souris. Et là, tout d'un coup, le chat, il agit, mais pas du tout de la façon dont on pourrait imaginer. Il ne reconnaît même pas le maître, en fait. Eh ben, écoute, pour t'en parler, pour en parler de cela, de cette maison de poupée, parce que donc il devient comme une poupée finalement, avant de devenir autre chose. Le corps, ce rétrécissement, le corps de Scott Carré, pour moi, c'est un terrain d'expérimentation de la science-fiction dans ce film. Et c'est même un trait vraiment moderne du film. Et chaque étape modifie son expérience du monde. Quand il fait 1m50, par exemple, il vit une forme de gêne sociale, tu l'as dit. Quand il fait la taille d'un enfant, il est traité comme tel. Le rapport avec sa femme, c'est très très bizarre, très particulier. Quand il atteint la taille d'une poupée, donc pour répondre à ta question, il va devenir un objet qu'on peut déplacer. La preuve, c'est que lorsque sa femme descend les escaliers, il y a une espèce, nous on peut pas le sentir parce qu'on n'a pas cette taille-là, mais comme il vit maintenant dans cette maison de poupée, le bruit qu'elle fait, le bruit des pas de ses chaussures font que ça fait une espèce de petit tremblement de terre qui fait que la maison bouge dans tous les sens. Et il lui dit, mais fais attention parce que je ressens tout. Et quand il va être encore plus petit encore, il n'est plus du tout inclus dans les catégories habituelles. C'est pour ça que pour moi, pour répondre à ta question, c'est ce moment-là montre une espèce d'apogée de son corps comme terrain de science-fiction qui va se traduire par l'attaque du chat. Et moi, je trouve que tout le film montre une modification physique qui entraîne une cascade de conséquences. Là, donc, je disais la perte d'emploi, la transformation du couple, le changement de regard des autres, la modification de la relation au temps et à l'espace, la maison de poupée pour le coup, et ensuite la cave, parce que la seconde partie de ce film existe parce que il est mort. Il est considéré comme mort. Et en fait, il est encore en vie. Mais autrement, c'est génial, je trouve. C'est une idée incroyable de cinéma pour ça. Oui, et dans ce cas-là, il devient mythologique. Il devient cosmique. Il devient cosmique, quoi. Mais enfin, en effet, avec ce midpoint, avec ce changement, on a un changement de taille qui amène un changement d'espace, qui amène un changement de regard. Et de même que pour le film, on passe, en fait, on a un point de bascule presque sur le genre de film. C'est la lente disparition de soi dans son propre corps. C'est du body horror, en fait. Il va devoir réapprendre à voir. Certaines choses qui peut-être étaient pour lui inconséquents, insuffisants. Il va donc reconsidérer cela, apprendre à voir, apprendre à vivre autrement. La nature lui donne une seconde chance, mais avec ce devoir de remettre dans un autre corps, pour le coup. Et comment je vis. C'est vraiment un deuxième film. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et c'est ça qui est passionnant dans ce film, c'est que le foyer va devenir hostile. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'abri de qui que ce soit. Il y a cette peur de la bombe atomique, la guerre froide. On a créé quand même des espèces d'abris anti-nucléaires, anti-atomiques. On est censé être à l'aise chez soi, dans son foyer.
aux États-Unis d'Amérique. Il peut rien nous arriver. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il nous est rien arrivé. Nous avons été protégés. Là, il y a la guerre froide. On a encore beaucoup plus peur, comme dirait mon fils. Et en fait, le danger vient de soi, à l'intérieur de soi, et surtout, ce qui est censé nous protéger, ce qui est censé nous préserver, va devenir progressivement un élément hostile, un territoire hostile. On n'est plus protégé. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste qu'il va falloir réapprendre à vivre autrement. Se réapproprier l'espace du quotidien, mais d'une autre façon, parce que les perspectives sont autres. Exactement. Et c'est pour ça que cette cave, elle condense en un lieu. Il y a une métaphore comme ça du dessous de la civilisation, c'est-à-dire que ce qui se passe sous la surface de ce confort bourgeois, ce qui ne se voit pas, ce qui ne rentre plus dans le cadre. Et j'avais noté que c'est ça, la métaphore du dessous de la civilisation. C'est quand même quelqu'un qui ne peut plus porter ses vêtements pour aller au travail. C'est quand même quelqu'un qui ne peut plus aller sur ce bateau. C'est quelqu'un qui ne pourra plus travailler. En plus, il fait de la pub. C'est intéressant tout ça. C'est autre Et chose. Il embrasse les effets défectueux du système. Là où le chauffe-eau qui fuitait était un problème, c'est devenu une bénédiction au moment où il est dans la cave en tout petit être, parce que ça va lui permettre d'avoir de l'eau. Oui, mais c'est ça que je te disais, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est que revoir autrement les choses, comment elles sont, ce que ça peut générer. Absolument. Il ne pourra plus embrasser sa femme comme il l'a toujours fait, comme il le fait dès le début d'ailleurs du film. Ah bah il pourrait toujours tenter ce qu'a fait Almodovar avec Parle avec elle, mais là c'est un autre film. Ah oui, effectivement. J'y pensais, franchement je voyais le film, je me dis bon bien sûr ils le feront pas, hein, mais il est clair qu'Almodovar il pensait voilà mais qu'est-ce qui se passerait voilà. Alors quand même, on peut pas se permettre comme ça de balancer des exemples sans vouloir développer. On va dire que dans le film d'Almodovar, il y a un moment très surréaliste où tout simplement, si je me trompe pas, oui, je crois raconter, je crois, hein, par le. Oui, il y a une espèce de petite, tout petit homme, je crois, qui, si je me trompe pas, qui entre à l'intérieur du corps de la femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et par son organe sexuel. C'est ça. Et pourquoi je fais le rapport avec Jack Arnold, parce que le moment où c'est montré, qui est raconté, je crois que c'est raconté justement par l'infirmier, hein, par le personnage principal. C'est mis en scène comme un vieux film muet, en noir et blanc, en format carré. Voilà, vraiment la chose m'a tout de suite évoqué le film d'Almodovar. Parle avec elle, donc. Parle avec elle. Ceci nous amène aussi à repercevoir aussi les éléments du vivant autour de nous. Et on a une confrontation avec un chat qui attaque vraiment la maison de poupée. Et on a une autre confrontation avec l'habitant de la cave qui est une énorme araignée. Alors ce n'est pas une araignée de maison du tout. Pour que ça soit un peu plus, on va dire, parlant et plus spectaculaire pour le spectateur américain, ils ont pris une tarentule. Il me semble que c'est une tarentule, vraiment une tarentule, ouais. Beau bestiau, une araignée cinématographique. Ils ont fait un casting d'araignée, hein, et c'est forcément, à moins d'aller chercher une Goliath au fin fond de l'Amazonie, parce que la Goliath, c'est l'araignée qui mange les oiseaux, mais c'est compliqué à voir. La tarentule est sûrement la meilleure candidate. Il y a cette menace constante qui l'amène à percevoir très vite son environnement comme hostile, parce que, bon, finalement, s'il n'y avait pas l'araignée, ça aurait été juste de vastes plaines à parcourir, mais du fait qu'il y ait l'araignée, ça contraint énormément sa façon de se déplacer dans l'espace, trouver un abri très très vite pour pouvoir s'y protéger, et finalement trouver aussi une arme. Devenir vraiment, quand je parlais de films de mythologie, on est vraiment sur l'homme, voilà, écrivain, qui a un boulot intellectuel, va devenir un guerrier qui va affronter le dragon, hein, qui va affronter en fait des pièges comme dans un château, hein, dans un temple pour avoir une récompense.
la récompense peut-être d'être le seul et unique homme sur Terre à vivre une expérience hors du commun. C'est l'expérience d'être inframoléculaire. Bon, la finalité, c'est d'être inframoléculaire. C'est-à-dire, comme dans Ant-Man, le film Ant-Man de Marvel, on est tellement petit qu'on va rentrer dans les molécules. Voilà, et d'être petit à l'infini et d'être le seul à vivre en fait cette expérience. Parce qu'il le dit, et j'aime beaucoup aimer que le film de Coonan ainsi insiste sur ça, c'est qu'il n'est pas malade. Tout rétrécit, mais à une taille normale en fait. Il est normal, c'est juste qu'il est petit. Et ça, justement, on en joue. En fait, il a toutes ses capacités physiques et il est plutôt en bonne forme dans le film pour escalader les meubles, les choses comme ça, pour sauter au-dessus d'un pot de peinture, je crois, un truc comme ça. Mais c'est juste que voilà, il est tout petit, il ne cesse d'être petit. Et même dans les séquences de la cave, on voit qu'au départ, il est presque à taille égale avec l'araignée, mais que quand il va vraiment devoir se confronter à elle, il est beaucoup plus petit. Au lieu de se contenter, de dire qu'il est, qu'il est petit, eh ben, je trouve que c'est là où c'est intéressant, c'est que le film nous oblige, spectatrices et spectateurs, à se mettre finalement à sa place. Et c'est pour ça que je parlais du point de vue au début. Et que le point de vue change, parce qu'on se met vraiment à sa place. Et donc, la direction artistique fait que les objets sont radicalement modifiés. Et là, de leur point de vue initial, de leur utilisation initiale, oui. Et donc, ils ont fabriqué des éléments de décor, ils ont coordonné les prises de vue, et là où c'est passionnant, et tu l'as évoqué avec le chat, l'attaque du chat et le combat contre l'araignée, contre la tarentule, c'est que c'est un vrai chat, c'est une vraie araignée qui sont filmées en gros plan. Et c'est un acteur qui se déplace dans un décor géant. Et je trouve que ces effets spéciaux donnent une certaine consistance très organique à la séquence horrifique. Ouais. C'est passionnant, cette confrontation entre deux types de réels finalement. Un réel modifié, certes, et un autre réel qui n'est pas modifié au niveau de la taille. Et ça donnait une espèce... Le chat, les cris du chat, la manière qu'il avait de prendre, de transformer ces gestes du chat en quelque chose de l'ordre de l'horrifique, qui s'inscrit dans les codes du film d'horreur. J'ai trouvé ça incroyable, comment ils ont su pouvoir cohabiter tout cela, faire cohabiter tout cela. Il y a ce plan assez formidable où le chat commence à rentrer dans la maison et on le voit en fond de plan. Et on voit lui qui essaie de se tenir à l'escalier, qui tremble comme pas possible au premier plan. Donc là, tu as ces deux réalités en fait qui se confrontent. Il est assez fort ce plan-là. Hein. Même plus fort, je trouve, que celui où c'est un plan assez connu où il ouvre la porte et il y a le chat derrière qui crie. Là, on sent presque que c'est un écran, tu vois, mais qu'il n'y a rien qui nous fait connecter en fait les deux univers. Dans l'autre plan, justement, le chat commence à rentrer dedans. En fond, et c'est aussi un support projeté, mais parce qu'on a le décor autour de Scott qui tremble, on a l'impression que les deux sont connectés, parce que l'un agit physiquement, fait trembler l'autre. C'est exactement ça. Ça donne une sensation, alors que nous voyons les effets spéciaux, ça donne une sensation juste impressionnante, comme si c'était réel, mais bel et bien réel. Ça crée aussi une forme de poésie saugrenue. Même au point que à certains moments, justement, ils voulaient tellement faire coïncider les deux que tu as des plans où le héros est littéralement transparent. Parce que ce qu'ils avaient prévu ne fonctionnait pas. Mais quand tu parles de poésie, on en revient presque à un niveau où ils ont voulu presque faire plus que ce qu'ils imaginaient faire. Et ça donne des ratés, mais qui sont presque, tu vois, liés à la poésie, à l'ordre de la fable. Le mec se dilue, en fait, dans le réel. Oui, Mais là, bien sûr, je suppute à partir d'un accident ou d'un effet qu'ils n'ont pas réussi à faire, hein, qu'on se comprenne bien, hein, évidemment. Je vais évoquer une critique, un texte de Vincent Avenel dans Criticat. Ils ont fait un papier sur le film. Et il y a quelques phrases qui m'ont intéressé. Je vais te les lire. La véritable horreur à laquelle celui-ci est tenu de faire face est avant tout sa sortie de la norme. Le héros de l'ère American of Life, perçu par Matheson comme parangon de la norme, doit faire face à un retour à l'âge de l'incertitude. Et la dernière phrase, Matheson dénonce le triomphe matérialiste, exalte la fragilité de l'illusion consumériste
des fondations de craie sur lesquelles se bâtissent les temples de l'Amérique des années 50. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait dire que dépouillé de l'American Way of Life, Scott peut être juste life, tout court, jusqu'à rentrer dans les atomes de la vie? À la fin du film, dans le monologue final, Scott, donc déjà, accepte cette situation, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus retrouver sa taille initiale et il va continuer à rétrécir, quitte à devenir quelque chose parfois de complètement invisible. Et dans le monologue final, quand même, le personnage exprime l'idée que sa diminution à l'infini ne signifierait pas qu'il va cesser d'exister. Et donc, ça rejoint un peu ce que dit Vincent dans son texte, mais qu'il change de niveau d'existence. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il va faire partie, il comprend qu'il fait partie d'un univers où il y a des échelles multiples, où l'infiniment grand et l'infiniment petit se répondent. C'est un peu simpliste de dire ça, mais je pense que la valeur d'un être ne se mesure pas forcément à sa taille ou à sa position sociale. C'est ce que dit Matheson. Nous sommes dans les années 50, c'est le consumérisme ambiant américain des années 50, avec l'uniformisation des maisons, par exemple. Ce n'est pas le communisme, c'est le consumérisme qui dit cela. Les années 50, c'est la guerre de Corée, c'est Eisenhower, c'est un autre aspect aussi de comment le savoir-vivre, et ça, c'est particulièrement intéressant. Et donc, tout ce final réinscrit tout ce qu'on a vu dans une dimension, je l'avais dit au début, dimension cosmique. Pour moi, c'est une dimension cosmique avec ses petites particules. La petite histoire d'un homme qui rétrécit, finalement, ça devient un questionnement sur notre place dans le cosmos. Et le film s'ouvre sur un générique, effectivement, sur ce nuage-là, mais on a l'impression qu'on est dans le cosmos, pour le coup. L'homme, l'effondrement de l'ego, c'est-à-dire, c'est un homme quand même qui... Moi, je trouve que c'est un homme qui dominait un peu sa femme, un peu sa maison, sa vie aussi, en quelque sorte. Et ben, ça va déboucher sur une forme d'apaisement. C'est-à-dire que la conscience d'être une partie d'un tout plus vaste, ça, c'est vraiment très mathesonien pour le coup. Et l'angoisse de la perte se transforme en une forme d'acceptation. C'est-à-dire que le film, qui peut partir d'un pitch un peu grotesque, c'est-à-dire que c'est un film qui montre quelqu'un qui est en train de rétrécir, ça peut donner des effets, des gags visuels, tout ça. Non, absolument pas, parce que ça se termine sur une note qui est presque mystique, une sorte de panthéisme discret, comme si tout ce qui existe, quelle que soit sa taille, a une place dans l'ordre du monde. Voilà ce que dit le film, voilà ce que dit Scott dans le monologue final, et voilà ce que Jack Arnold dit aussi dans sa filmographie, et Matheson dans les livres qu'il a écrits et dans les scénarios qu'il a écrits aussi. Et c'est le seul à le vivre, parce que j'ai l'impression chez Matheson qu'il aime bien les gens qui ont une expérience unique, parce que je pense à Je suis une légende, où c'est le seul à vivre cette expérience d'être seul dans des immenses espaces. Le roman date de 54, donc on est sur cette énergie des années 50 où Matheson, me semble-t-il, est fasciné par les destins de personnages uniques, de personnages seuls au monde, ou seuls dans un monde spécifique. Des questions sur l'ego, sur la centralité de l'homme. Alors je dis de l'homme, mais je veux dire de l'homme et de la femme, bien évidemment, sur l'écologie, sur notre poids réel dans l'univers. Ben, je pense que sa trajectoire, ça résonne encore, parce que le destin de Scott illustre totalement la chute de l'illusion de la maîtrise totale. Par rapport à ce que tu disais sur l'angoisse qui devient une acceptation, il y a quelque chose qui est assez frappant dans le choix des mots, dans les dialogues qui vont s'enchaîner. Il y a ce moment où il est avec Clarisse, donc qui est la personne de petite taille. Il est en face d'elle et ils sont en train de discuter. Elle lui dit que c'est peut-être une alternative, il y a peut-être des choses à faire, en fait. Ils se disent des choses assez profondes pendant ce dialogue. Ce qu'elle lui dit, je crois que c'est le meilleur moyen d'oublier le passé, c'est encore de ne plus songer qu'à l'avenir. Et lui, il lui répond « Mon avenir au milieu de tous ces géants ». Et cette perspective d'angoisse qui est encore présente alors que c'est un moment qui est quand même plus réconfortant, aussi bien pour lui de voir qu'il n'est pas tout seul, mais aussi pour le spectateur qui le voit de plus en plus misérable.
eh bien, cette perspective-là va devenir vraiment une acceptation à la fin, où carrément, il se définit comme un être humain déjà, mais aussi, il le dit, un homme du futur, dire Ah l'être oui. du futur, carrément. Et en tout cas, en version française, le monologue de fin, c'est le suivant. À l'échelle de la nature, le néant n'existe pas. Il fallait trouver de la nourriture, de l'eau, un refuge, et surtout la vie. Qui sait, peut-être la rencontrai-je. C'est beau. Il est vraiment beau, ce monologue. Avec ce dézoom, en fait, sur lui qui s'enfonce dans le jardin, et Parce on le que perd de vue. non, c'est effrayant. Je t'assure que malheureusement, le film de Kounen ne finit pas comme ça, et c'est un peu décevant. Mais il a fait d'autres choix. Mais est-ce Voilà, que Kounen raconte cette histoire pour une raison, au moins? Une raison, un peu comme ce film avec pourquoi Matheson et Arnold racontent cette histoire. Est-ce que, bien évidemment, je ne parle pas de messages, ça n'existe pas les messages dans le cinéma, mais est-ce qu'il y a plus l'ordre de tester des choses d'un point de vue technologique, ou ça va au-delà de ça? Moi, je pense qu'il y a un aspect familial qui n'est absolument pas dans le film d'Arnold, que Kounen embrasse. Et je pense que la deuxième chose qui fait varier complètement le rapport au film, c'est que c'est sur impulsion de Dujardin. C'est-à-dire Dujardin, dans l'envie de faire le film, et il s'est mis en scène lui-même aussi, je pense qu'il y a aussi des choses à creuser sur qu'est-ce que voulait montrer Dujardin, presque plus que qu'est-ce qu'a voulu montrer Kounen voilà, dans le film. Je crois que ce qui différencie clairement le film de Matheson et le film de Jack Arnold et le film de Ian Kounen, c'est le traitement sonore qui est aujourd'hui très précis. Et quand tu as la petite fille qui veut jouer avec son père et qui lui hurle dessus pour faire « Je suis le monstre, je vais te manger !» Bien sûr, c'est décuplé au son, et Dujardin, il a peur. Il a vraiment peur. Alors que c'est sa fille, hein, elle lui fera rien, mais il a peur. Parce que c'est une géante, en fait. Dans le film de Arnold, il y a deux, trois segments, il doit y avoir un ou deux plans comme ça, où à un moment, il met quand même ses mains sur les oreilles. Là, c'est beaucoup plus... l'utilisation du son pour représenter les géants, c'est plus fort. Et c'est aussi c'est une application émotionnelle, parce que là, c'est sa famille proche. Et on a, je pense, ce rapport où on nous installe plein de petites choses, ce que fait pas forcément le film d'Arnold. Et ça va avoir des cassures et des dissonances quand il va devenir de plus en plus petit. Et la fin, pour revenir au film de Kounen, la fin, c'est vraiment un message donné à sa fille. Tu penses que je ne suis plus là, mais je suis encore là. En fait, je suis encore vivant. Et je pense à toi. Voilà. Mais bien sûr, il ne peut absolument plus l'atteindre. Là, c'est fini. Mais il dit qu'il est encore vivant, et on a un plan sur la fille. Voilà. Enfin, on n'est absolument pas dans un rapport mystique, un rapport presque scientifique au devenir de cet effet. On est vraiment sur un rapport où ses pensées, c'est de la voix off, se concentrent vers sa fille. Il y a une espèce de plan, une sorte de plan séquence où on a une sorte d'accéléré. La caméra commence avec Dujardin sur un fauteuil, parce qu'on a aussi un plan sur un fauteuil dans le film de Jack Arnold, mais on est extérieur à ce fauteuil. C'est un fauteuil objectif. Et après, on va nous faire un peu attendre. On va nous faire un peu attendre pour nous montrer un suspense pour le dévoilement. Et tout d'un coup, on va voir le contre-champ, l'acteur en petit sur son fauteuil. Bon, c'est un rapport objectif. Dans le film de Kounen, on nous fait un rapport subjectif, parce qu'on va vivre en fait une accélération du temps avec une caméra qui va faire un 360, un panoramique. La caméra va rester fixe. Et on va voir la mère et sa fille qui vont avoir des activités, sortir, rentrer dans la maison, ainsi de suite. Et on va revenir à la position initiale, le fauteuil, mais là, on aura vu que Dujardin aura rétréci. Tu vois ? Et là, je trouve que dans la perception du temps, et finalement le fait que la caméra reste sur place comme Dujardin est resté sur place sur le fauteuil, on est vraiment sur un rapport subjectif au son et aussi à l'image.
Il fait beaucoup plus, et Koonen donne, je trouve, beaucoup plus d'efforts à nous faire ressentir, à être vraiment du côté et très très vite, hein, du côté du jardin, de son personnage, que le fait Jack Arnold. Il le fait au bout d'un moment, mais je trouve que au départ, c'est pas systématique. On essaye d'avoir des cadrages où on est plus à observer une différence, mais pas être avec lui dans son rapport à la différence de taille, qui ne fait qu'augmenter. Je trouve que c'est un film, à mon sens, qui a bien mieux vieilli que son film, son descendant direct, Le Voyage fantastique de Richard Fleischer. Celui-là, je le trouve assez infâme vu aujourd'hui, avec les effets spéciaux et tout ça, et l'effet Kuleshov qui est quasiment utilisé à gogo. Il y a presque que ça dans le film de Fleischer, et on comprend pourquoi, hein, c'est très compliqué, hein, évidemment, mais celui-là, je trouve qu'il vieillit très bien. Il est aussi même encore très fort émotionnellement. Ça marche très bien. Là, c'était vraiment un vrai plaisir de le revoir, et finalement un vrai plaisir aussi d'en discuter avec toi, Samir. Toi, quelle conclusion tu donnerais sur ce film? Moi, j'ai été vraiment, vraiment, bon, il faut le voir ou le revoir, ça c'est basique, c'est banal, mais voilà. J'avais oublié à quel point il peut y avoir une efficacité redoutable de raconter l'évolution d'une situation en si peu de temps, c'est-à-dire en 1h20. Donc, la conclusion que je pourrais avoir, c'est vraiment une admiration devant le travail sur la construction narrative. Et se permettre de construire une seconde partie et pratiquement de nous la montrer en temps réel. Parce que la première partie, c'est quand même une série de jours, de semaines, très certainement, qui font que... Marqué par la voix off, je crois d'ailleurs. Marqué par la voix off. Temporise, en fait, donne un sens au morceau, alors que quand on est dans la cave, on ne sait plus, en fait. On est perdu temporellement. On nous invite même plus. Il y a des fondus, d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. Il y a des fondus. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que ils arrivent à intégrer dans cette construction narrative efficace, redoutable, un moment où c'est pratiquement en temps réel. Et je trouve ça vraiment incroyable. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Eh bien, en espérant que les autres films de cette semaine spéciale vous marqueront aussi, ou vous donneront envie de les regarder. Samir, je te remercie de t'être livré à cette discussion autour de L'homme qui rétrécit de Jack Arnold. Toujours un plaisir de discuter avec toi, évidemment. Plaisir partagé, vraiment, c'est toujours un plaisir. Être là, et je l'avais dit dans la précédente émission, il y a une forme de stimulation intellectuelle que je ne peux pas laisser échapper et qui m'intéresse, et ça fait un bien fou, ça fait vraiment un bien fou. Voilà, donc merci à toi. Parce que, tu vois, moi je suis tout seul devant mon micro, et je serai tout seul devant mon micro pour les autres films. Et quand on a quelqu'un en face de nous, des fois on doit aussi un peu le convaincre. Et donc c'est beaucoup plus, en effet, comme tu le dis, stimulant d'avoir quelqu'un avec qui tu vas dialoguer. Et des fois où ce que tu as écrit, ça rentre pas dans la conversation actuelle des choses. Donc il faut improviser, il faut essayer de trouver aussi des questions à donner. Donc tout ça, c'est une articulation de dialogue qui est vraiment super stimulante, que je ne fais pas souvent sur ma chaîne, en effet. Et donc à chaque fois, j'essaye de choisir les films, les bons films. Et encore une fois, je te remercie de revenir aussi rapidement sur la chaîne pour revenir sur ce film, sur ce classique. On pourrait dire. Merci à toi. Merci à toi. Cette critique est terminée. Merci de l'avoir vue. J'espère que ça vous aura donné envie de voir ce film de 57. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à nous, eh bien, nous rendons l'antenne. Merci de nous avoir vus, de nous avoir écoutés. Parce que c'est vrai, cette fois-ci, il y a encore la cam. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Salut tout le monde, à très vite.